Bonjour les copains, aujourd'hui on ne présente pas de voiture, ni ma coupe de cheveux qui est très bizarre en ce moment. Je me fais une petite queue de cheval, c'est très sexy. On ne présente pas de voiture, on va présenter plutôt ça. Mais ce que tu peux faire déjà avant, c'est mettre un petit pouce, t'abonner à la chaîne et puis mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Tout le moment je peux mourir. Donc du coup aujourd'hui avec notre petit David Kuhlmann qui va nous parler de sa petite bébête parce que il fait des courses, hein. Je pense que tu es plus ou moins à l'aise là-dedans, tu es en F3 régional du coup. Alors oui, exactement. Alors ça, c'est une Formule 3 régionale, donc celle avec laquelle je vais courir tout au long de l'année 2021. C'est une voiture très sportive, c'est une monoplace qui concourt dans des championnats très élevés au niveau. Mais du coup, parle-nous un petit peu. On commence en bas de l'échelle, ça va être la F4, c'est ça? Après, tu as la Formule Renault? Exactement. Alors il y a la F4, non, il y a la F4, Formule 3 régionale, Formule 3 internationale, Formule 2 et Formule 1. D'accord, et donc toi, tu es en régional. Donc je suis en régional cette année. L'année passée, j'étais en Formule Renault. J'ai fait vice-champion de France de l'Ultimate Cup Series. Donc j'ai passé à l'échelon supérieur qui se trouve juste avant la F3 internationale. Donc on rentre dans du sérieux. Tu commences à vraiment être sérieux. C'est-à-dire que là, pour l'instant, tu jouais un petit peu Formule Renault, machin, c'était rigolo, mais là, tu sors voilà, là, ce qui va changer du coup avec une voiture normale, entre guillemets, de F3 internationale, là, c'est une Tatus. Oui, c'est un châssis Tatus. Tatus. D'ailleurs, Steph derrière la caméra, et Sixi, notre petit supercar suisse aussi. Et BGR.59 pour moi et David Kuhlmann ici. Tu mets tous les Insta top, tu t'amuses, le montage. Après, du coup, on a une Tatus et en international, c'est une Dallara, c'est ça? Exactement, oui. Qu'est-ce qui va changer à part le châssis, non? Alors, c'est un châssis Tatus, mais avec un moteur Renault. C'est le moteur de la Renault Mégane RS qui est dedans. D'accord, donc c'est un 1,8 litre turbo. Exactement, 300 chevaux. Donc voilà, et c'est une voiture qui pèse 650 kg avec le pilote. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand même, tu as 300 chevaux sur 600 kg. Tu prends une Alpine, d'ailleurs, Alpine qui va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas les copains. On a donc une voiture qui fait 1000 kg pour 250 chevaux environ, et là, tu fais moitié du poids pour encore plus de chevaux. C'est de la folie! Et là, là tu as des slicks à l'avant, c'est un nez. Il faut savoir que tout est en carbone dessus, hein. C'est châssis carbone, tout, full carbone. Donc du coup, tu imagines le poids, rien du tout, et après la facture, après elle est salée quoi. Donc là du coup, parle-nous un petit peu de tout ça, de l'avant, c'est de la sorcellerie pour moi, je ne comprends rien à ça. Alors au niveau du nez, c'est assez simple, c'est pour l'appui aérodynamique durant les courses et les qualifs. Ça nous sert à, quand on va de plus en plus vite, en fait ça appuie donc la voiture au sol grâce au vent qui arrive dessus. Et suivant donc comment on oriente les palettes qu'on a sur le nez, on a plus d'appui ou moins d'appui pour aller plus vite ou moins vite, dépendant de tous les circuits. Si le circuit est plus sur des longues lignes droites ou plus sur un circuit technique avec plus de virages. Donc c'est un nez démontable, c'est très simple, c'est juste 4 vis qu'on dévisse un demi-tour et on peut enlever le nez. Donc c'est vraiment efficace. En cas d'accrochage, machin, comme tu nous avais dit tout à l'heure, tu le changes en 15 secondes, quoi, genre tac tac, c'est bon. En 15 secondes, c'est changé et donc c'est fait pour être rapide. Après, au niveau des pneumatiques, dans le championnat que je fais, on est sponsorisé donc par la marque Michelin. Donc on est obligé de rouler avec des pneus Michelin. Donc voilà, après ça c'est les jantes 18 pouces qu'on retrouve donc en F2 et qu'on retrouvera en F1 plus tard. D'accord. Donc nous on fait tout ce qui est de la préparation pour que ça arrive en F1 dans les meilleures conditions et que les pilotes puissent avoir toutes les datas des autres catégories. Donc ils se basent sur ça pour les faire évoluer. Parce que les pneus sont constamment changés au niveau de la texture. Ouais, parce qu'après, tu travailles déjà sur une base qui est quand même assez sérieuse, quoi. C'est pas du karting. Voilà, là, tu as vraiment. Non, c'est un pneu qui a été étudié, qui a été testé, qui est encore testé pour arriver dans les futures années en Formule 1. Et après, des jantes OZ avec un mono-écrou au centre, parce que tu aussi nous avais dit qu'avant, c'était les petits écrous classiques. Tu arrivais au pit lane, c'est comme ça, tu es comme ça. Là, maintenant, c'est juste un mono-écrou, clic, c'est fini. Voilà, alors ça simplifie les changements de roue. Comme ça, on met encore moins de temps. C'est plus efficace et moins coûteux à la production, je dois dire.
Et donc c'est vraiment par un souci d'efficacité qu'ils ont préféré mettre maintenant un mono-écrou D'accord. plus simple et efficace. Frein Brembo, est-ce que je vois? Exactement, c'est des freins Brembo. Après, donc du coup, si on recule un petit peu, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là, je vois un rétrocarbone, je vois des entrées d'air qui sont colossales. Parle-moi un peu de ça. Alors ça, ce c'est... truc-là. Au niveau des entrées d'air, comme je disais, c'est beaucoup pour ventiler donc, le moteur qui a tendance à beaucoup chauffer. On joue beaucoup avec la température d'eau et la température d'huile pour garder un moteur le plus de kilomètres possible parce qu'avec toutes les courses qu'on fait, toujours à 9000, 10 000 tours minute, ça commence à bien chauffer. Donc c'est pour ça qu'on a des entrées d'air qui sont devenues vraiment colossales au niveau des aérations. Après, c'est vraiment tout carbone, à part donc, le halo. Et le halo, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette chinoiserie, un truc en plein milieu de leur centre de vision, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un nouvel élément de sécurité qui est sorti donc, en Formule 1 il y a 2 saisons. Et maintenant, ils ont commencé à les adapter pour les Formule 3 régionales et prochainement pour les F4. Donc la saison prochaine, les F4 seront équipés aussi d'un halo. Ça sert à éviter que le pilote qui reçoit un débris ou tout d'un coup dans un accident qui reçoit un pneu à ce niveau-là, au niveau de la tête, soit protégé. Juste décapité, quoi, en gros, c'est pour éviter ce genre de choses. Exactement. Clairement. Et il est fait pour résister à une chute de la même voiture d'à peu près 10 étages. Donc, autant dire que rien ne peut passer, même quand on a vu l'accident avec Grosjean au Grand Prix d'Abu Dhabi. On a bien vu que le halo lui avait sauvé la vie pour éviter de lui faire couper la tête. Si la voiture se retourne ou quoi, ou voilà, comme Grosjean, tu vois passer sous la glissière. La glissière, en fait, ça arrête tout. Ça arrête tout, même c'est impressionnant. Petit débris, c'est vrai que même moi, ça m'a déjà sauvé d'une ou deux pièces qui ont volé et qui sont arrivées à ce niveau-là. On voit des éclatinements. On voit des petits éclats. Mais ça, c'est un truc génial, c'est que en tout ce qui est Formule 1, 2, 3, etc., on est vraiment dans des... C'est une technologie qui est travaillée vraiment en avance sur les voitures modernes de tous les jours, en fait, parce que tout ce qui va être en élément de sécurité, c'est des choses qui vont être adaptées sur des voitures de tourisme, en fait, de tous les jours. Par exemple, moi, je me souviens quand j'ai regardé le document avec toutes les infos sur la voiture, alors, il y a 200 pages, c'était du charabia pour moi, mais c'est hyper instructif, parce que tu regardes, rien que la barre de direction, je vois qu'il y a une partie qui est là pour encaisser les chocs en cas d'accident vraiment frontal. Ce qui fait que la barre, en fait, elle ne va pas reculer un grand coup et transpercer en mode Final Destination. Là, c'est vraiment... tu as une partie qui va absorber les chocs et du coup, la barre, elle va se rétracter sur elle-même. C'est incroyable. Exactement. Au niveau de la barre de direction, elle a été renforcée. Malheureusement, c'est grâce aux accidents qu'on fait ce genre de progrès, qu'on voit les pièces qui ne vont pas, donc c'est pour ça qu'on les change. Comme par exemple ici au niveau du nez, ils ont rajouté donc maintenant une pièce en métal qui absorbe les chocs donc frontaux. Et c'est suite à l'accident du petit Billy Monger en Angleterre qu'ils ont rajouté ça parce qu'il a été coupé, enfin ses 2 jambes ont été coupées durant l'accident et c'est grâce à lui qu'ils ont commencé à ajouter donc ces plaques à l'avant des voitures et puis qu'on retrouvera donc en Formule 1 et en Formule 4 les prochaines années. Perpétuellement, à force d'avoir malheureusement des accidents, que on développe des nouvelles technologies, des nouvelles sécurités, etc. Parlons un petit peu du cockpit en fait, parce que c'est vraiment le centre de cette voiture, littéralement. Alors au niveau du cockpit, ça devient assez serré par rapport à la Formule Renault où on était un peu allongé. C'est devenu vraiment assez serré, la colonne de direction a été un peu allongée, donc le cockpit un peu avancé vers le nez de la voiture. Donc on a beaucoup moins de place, c'est une direction plus ferme, qu'on retrouvera même pas en Formule 2 parce que pour des soucis de pneumatique et des choses comme ça. Donc à ce niveau-là, on est vraiment restreint, on a le volant à 30 cm de la tête. Ça par contre c'est vraiment impressionnant, moi j'ai essayé de monter dedans avec mon gabarit parce que bon, niveau largeur, je suis un peu plus large que lui, il fait 60 kg, je fais quand même 80, 80. Là, je rentre très difficilement là-dedans, il faut démonter la moitié de ce qu'il y a là déjà, et je me retrouve avec le volant là. C'est-à-dire que, je sais pas toi comment tu fais pour conduire, genre Alors moi c'est devenu un peu une habitude, c'est un peu instinctif, mais moi ça me dérange pas trop d'avoir le volant proche. Ça m'aide un petit peu au niveau des bras à faire un peu de musculation. Mais c'est vrai qu'au début, quand on rentre pour la première fois dans cette voiture, c'est cet élément-là, donc la dureté de la direction qui m'a le plus choqué.
à la fin des 2 jours de test à Barcelone que j'ai fait en début d'année, j'avais vraiment plus d'avant-bras, je pouvais plus tourner et j'étais en train de trembler des avant-bras. Tu m'étonnes. Donc du coup, en parlant de tout ce qui est intérieur, on va parler surtout du volant parce que c'est vraiment le centre de... Enfin, c'est tout ce que tu as devant toi en fait. Clairement, alors le volant, voilà, il se débranche comme ça. Donc du coup là, ça se présente comme ça, c'est tout petit, tout léger. Et donc parlons un petit peu de tous ces boutons, les écrans, les petites LED à droite à gauche. C'est pas des LED tuning comme dans les volants SW Custom. Alors, ce qu'on retrouvera, donc les boutons les plus importants qu'on retrouvera sur le volant, c'est surtout le pit limiter, c'est ce qui nous sert à bloquer une vitesse quand on arrive au stand. Ça nous sert à ne pas dépasser une vitesse limite qui est imposée sur chaque circuit. Ici, c'est un bouton pour les mécanos quand on veut vidanger l'essence du véhicule. Ici, nous avons un petit bouton Rain, qui est le phare de pluie qu'on retrouvera tout à l'heure à l'arrière du véhicule, pour prévenir les autres qu'il y a un véhicule devant et quand il n'y a pas beaucoup de visibilité, comme quand il pleut. C'est un peu comme un feu de brouillard arrière en fait. Exactement, c'est la même chose. Et au niveau ici de rev, c'est donc pour mettre une marche arrière. On le fait très rarement, étant donné qu'on va à des vitesses très élevées dans le bon sens de la marche. On le met très rarement pour qu'il tourne dans l'autre sens, tout simplement. Ici, on a juste un bouton pour démarrer le moteur. Bouton start, tout simplement. Ici, on a un bouton page, c'est juste pour tourner les pages des paramètres et voir les paramètres du véhicule, au niveau de la température d'eau, de la température d'huile. Il y a la pression d'huile, tu as absolument tout. Moi, j'ai lu que là, tu as les petites LED qui vont te donner en fait des petites alertes en fonction de ta température d'huile trop ou trop basse, trop haute, la pression d'huile. Là, celui-là, il faut surtout pas qu'il s'allume. Celui-là, c'est alerte générale, c'est fini, tout cassé. Exactement. Et ces deux-là, après, de mémoire, c'est pression, enfin, c'est tout ce qui est pneus et électronique. Ouais, ça c'est surtout électronique. Et ici, on retrouve ce qui est pression d'huile et température d'eau. Donc ici, ça s'allume très rarement, à part si on n'a plus de moteur. On peut dire ça. Et puis là, après, tu as le petit, c'est les petites lumières qui vont s'allumer en fonction de ton régime moteur. Exactement, c'est en fonction des tours minutes, oui. Ouais, et puis après, les palettes derrière, tac, tac. Avec des aimants, en fait, c'est même pas avec des ressorts ou quoi, c'est vraiment avec des aimants pour les recoller tout de suite, c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, on se retrouve à l'arrière du véhicule pour voir déjà la jante qui est encore plus grosse qu'à l'avant, mais c'est du 18 pouces si je ne me trompe pas. C'est du 18 pouces toujours, c'est juste la taille du pneu qui va changer ici, à l'arrière. Plus large. Tu as une idée plus ou moins des dimensions des pneus parce que je vois genre 28, 64, 17, mais c'est pas des dimensions de pneus normales, je ne comprends pas. Non, alors ça c'est pas des dimensions de pneus normales, je ne connais pas la dimension exacte de la largeur du pneu, mais c'est juste pour donner la puissance au sol, enfin transmettre la puissance du moteur au sol, qu'on met des roues plus larges, donc à l'arrière. Et plus petit à l'avant pour avoir plus de direction et plus de facilité, déjà que c'est assez dur comme ça. C'est déjà assez difficile à manier, alors ça on l'a vu quand on a bougé la voiture. Si on avait des pneus plus larges. En parlant de passer la puissance, on va parler peut-être du moteur. Donc comme on l'a dit au tout début de la vidéo, c'est donc un petit moteur Renault de Mégane RS, un litre 8, mais sauf que lui il est boosté à 300 chevaux. Après, là on a un aileron qui est juste colossal. Parle-nous de ce machin-là, comment ça fonctionne. Je vois qu'on a déjà beaucoup d'appui, c'est en 2 parties, je le vois déjà. Même 3, avec encore une petite ailette ici. Alors exactement, c'est après le même principe qu'à l'avant. Ça sert à appuyer donc la voiture au sol dans les hautes vitesses. Plus on le règle donc à la verticale. Ouais, ça se règle vraiment comme en fait c'est comme toutes les McLaren, etc. Ça se règle, sauf que là c'est manuel, donc c'est... Exactement, alors c'est comme en F1. C'est des heures là-dessus, essayer de démonter, remettre. Après, c'est chacun ses préférences. On n'aura pas tous les mêmes réglages, donc en course ou quoi que ce soit, ça peut faire la différence. C'est vraiment le pilotage et donc les paramètres du véhicule de la voiture qui vont jouer là-dedans. Et donc ça sert vraiment à amener de l'air ici, donc qui va appuyer la voiture. Ensuite, passer sous le deuxième aileron qui va la stabiliser. C'est pour éviter les perturbations et pas avoir juste un plateau unique qui prendrait plus l'air qu'autre chose et qui mettrait un gros vent derrière qui empêcherait donc les gens de prendre l'aspiration. Ouais. C'est fait comme ça, c'est Tatus qui a décidé de le faire comme ça et c'est la solution. Après, si ça marche.
C'est le principal. Après, du coup, on a à l'arrière, je vois des petits tubes. Ça c'est mon petit gadget préféré. C'est un peu la voiture de James Bond. Ah, raconte-moi ces petits tubes, à quoi ils servent exactement. Alors ça, c'est pas pour arroser les concurrents. Ça, c'est juste uniquement en cas de surchauffe de l'eau, par exemple, qu'il y ait un tuyau de sortie pour éviter que ça compresse donc, dans le moteur. Donc l'eau elle s'évacue par là. C'est la même chose avec l'huile. Si elle devient trop chaude, elle commence à couler ici. Ça évite des problèmes moteurs ou que ça coule tout simplement dans le bas de caisse. D'accord, en fait, tu fais un peu comme dans Mario Kart, tu envoies de l'huile sur ce derrière. Là, je vois, tu as la petite sangle pour la tracter et là, le petit feu pour la pluie, etc. Exactement, ça c'est le feu pluie. Ouais, franchement, je peux la tirer quand même, comme ça, elle fait 500 kg, c'est rien du tout. Tu as un diffuseur qui est énorme, je vois que tu l'as frotté, je vois que tu aimes bien les petits... Comment on appelle ça, tu sais, sur le bord, le truc qui vibre là vibreurs. Les vibreurs, voilà. Ouais, non, c'est vrai que normalement on évite de le toucher, mais il y a des fois où on peut juste pas éviter en course. On passe ou on passe pas. C'est comme ça que ça se passe, donc des fois il faut faire des concessions et peut-être casser une pièce, mais être devant que juste être derrière et ne rien casser. Oui, parce qu'après le but dans ta classification, c'est déjà tu dois te classer par écurie et ensuite, enfin tu te bats pour ton écurie et ensuite tu te bats par rapport aux autres écuries, c'est ça? Alors non, pas tout à fait. Dans le championnat que je fais, l'écurie ne reçoit pas de points, c'est uniquement les pilotes. Donc qu'il y ait un pilote ou 3 pilotes par écurie, ça ne fait aucune différence. Heureusement, parce que si une écurie a qu'un pilote et puis une autre écurie en a 3, les points, oui, c'est pas équilibré. Donc pour éviter ça, on met que des points donc pour les pilotes et à la fin de l'année, on a un classement championnat de pilotes et c'est comme ça qu'on voit qui a gagné. D'accord. Et du coup, toi, tu as ta prochaine course quand? Alors moi, ce sera normalement le 11 et 12 juin. Mais ça reste à confirmer avec cette période de pandémie. C'est un peu compliqué, ça change beaucoup. Normalement, ce sera à Dijon. C'est prévu à Dijon. Et la suivante sera à Aragon en Espagne. Donc on fait un peu le tour de l'Europe. J'ai vu rapidement, tu fais un peu le tour en Europe et tu vas passer par le Castellet, le Mans, etc. Exactement, il y aura des fois une manche au Castellet, une fois au Mans. Une fois, on peut aller à Barcelone, à Valence, en Espagne, à Portimao, au Portugal. Vraiment, là, on commence vraiment à être sérieux, à faire le tour de l'Europe, etc. Et puis après, quand tu passes en F2 et F1, j'imagine que tu vas t'amuser à faire le tour du monde, quoi. Déjà en F3 international, ils peuvent partir déjà dans d'autres continents. J'ai vu cette année, ils vont aller aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Le circuit des Amériques. Stoppé, j'ai passé une journée entière à faire des recherches, je ne connaissais rien là-dessus. Là, Steph derrière la caméra qui m'a fait un petit cours rapidement, tout ça. Je connais rien. Moi, je connais voilà, les Porsche, etc. Mais là, tu me parles de ça. Voilà. Donc, j'ai préféré demander conseil à un vrai. Ouais, c'est à partir des catégories internationales qu'on commence à voyager à travers les continents. Donc, Amérique, Asie, Europe. C'est là que ça devient encore plus sérieux et très professionnel, avec des coûts astronomiques, malheureusement, pour le sport auto. Et ce qui rend d'autant plus compliqué les jeunes Suisses d'évoluer dans cette discipline. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va juste terminer avec une hauteur. Je vais juste te voir monter dedans. On va te voir galérer. Bon, alors c'est comme ça qu'on monte dans une monoplace. Avec le halo, c'est devenu vraiment compliqué. Donc voilà, on a quand même très peu d'espace avec le casque, donc ça devient très serré. Certains pilotes rajoutent même des mousses pour être parfaitement calés et ne pas avoir la tête qui bouge, pour éviter de subir les forces de gravité qu'on prend dans les virages. Donc autant dans les virages que dans les freinages, on peut se prendre jusqu'à 2,5 G. Ça veut dire que moi qui pèse 60 kg, je vais arriver en bout de ligne droite, je vais en peser 150. Donc autant dire que pour un corps humain qui n'est pas bien attaché ou quoi que ce soit, ça peut vite faire une différence. Donc c'est pour ça que j'ai un siège bas qui est moulé pour moi, uniquement de mon corps, et je ne bouge pas du tout en fait pendant les courses. Donc ici on se retrouve dans le cockpit. Ici on retrouvera un petit bouton qui nous sert à établir la balance des freins. Donc si on veut que la voiture freine plus de l'avant, on tournera à droite, et si on veut qu'il y ait plus de frein à l'arrière, donc que les roues arrière bloquent en première, on tournera à gauche tout simplement. Ici on a un bouton qui sert à réinitialiser quelque chose sur le moteur, mais je ne saurais pas dire quoi.
À gauche, on retrouvera donc un extincteur qui sert à juste protéger le pilote en cas d'incendie dans le véhicule, étant donné qu'on a le réservoir juste dans le dos. Et l'extincteur se retrouve juste entre donc, le réservoir et le baquet. Donc ça sert vraiment à arroser toute cette partie d'une mousse qui empêchera le feu de se propager. En dessous, on aura un petit bouton pour démarrer le véhicule sans forcément avoir le volant mis. Donc il faut juste mettre le contact qui est juste ici. Donc c'est juste un petit bouton qu'on pousse vers le haut ou vers le bas pour éteindre et puis pour allumer. Et ici c'est pour la sortie donc, des datas. C'est les données de freinage, d'accélération qu'on peut retranscrire sur un ordinateur pour pouvoir évoluer et voir s'il y a des faiblesses moteurs ou quoi que ce soit. Ça sort vraiment toutes les données du véhicule. Et ici, on retrouvera juste le boîtier qui permet de régler la caméra. Bon, je pense du coup qu'on a fait le tour complet de cette voiture. On ne l'a pas démarré parce que tu vois, on est un petit peu en intérieur. Si on la démarre, je deviens sourd. Et puis je pense que les voisins vont se plaindre un petit peu. Tu vois, c'est vraiment l'échappement libre. L'échappement, il fait ça de long. Hein. Voilà. Donc merci à toi. On te souhaite vraiment bonne chance pour toutes tes prochaines courses, etc. Merci, c'est sympa. Et puis n'hésitez pas du coup à le suivre sur Insta parce que j'imagine que tu mets pas mal... en gros, toutes tes courses un petit peu, je pense. Je tiens les gens qui me suivent au courant par le biais des réseaux sociaux. Donc oui, on peut me retrouver sur Instagram sous le nom de David Kuhlmann 25, tout simplement. Le numéro de ma voiture, puis mon nom. Ouais, 25, voilà. Donc, puis du coup, merci d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vous abonner, la cloche des notifications. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Allez, bisous les copains, à la prochaine. Salut!